Alors, ma communication porte sur le secteur de la danse, le travail d'artiste en danse à Montréal, et en particulier sur ce que j'ai appelé le travail invisible du danseur, avec, je dirais, deux axes dans ma présentation qui correspondent aussi, j'espère, aux thématiques du CRIMT. À la fois un axe sur la présentation des conditions de travail et d'emploi des danseurs, et ce que j'appelle les conditions et les stratégies d'expressivité dans le monde de la danse. Je vais expliquer ce que c'est, mais ça correspond plus ou moins à voir avec ce qu'on entend par expérimentation institutionnelle à l'intérieur de ceci. Alors, on pourrait se demander, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble, à titre d'instigateur de l'atelier, je voudrais remercier l'ensemble des participants, chercheurs et professionnels, et certains, comme Paris Mongrain, comme Christian Clark, sont à la fois des chercheurs et des professionnels du secteur de la danse. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement pour leur participation. Alors, ça peut paraître étrange, mais j'avais envie de commencer par ceci, en changeant mes diapositives. En même temps, c'est de se demander quelle est l'utilité de travailler, de faire des recherches sur les secteurs artistiques, par exemple, sur celui qui m'occupe dans le secteur de la danse, 300-400 travailleurs de la danse à Montréal, des catégories d'emploi très difficiles à circonscrire. Il y a des gens qui sont plutôt des employeurs, des gens qui sont plutôt des interprètes, donc des mélanges assez difficiles entre les chorégraphes, les interprètes, etc. Quelle utilité d'étudier ça? Aussi, pourrait-on se demander, est-ce vraiment du travail, ce qu'ils effectuent? N'est-ce pas, selon les termes de Freudson, simplement une activité de vocation qui ne s'apparente pas ou qui n'a pas les attributs véritablement du travail? Et la réponse, ou un élément de réponse, je ne passerai pas tout mon temps là-dessus, mais c'est de se demander si finalement étudier le travail d'artiste, ce n'est pas un merveilleux laboratoire qui nous permet de nous interroger aujourd'hui sur les mutations du travail. Et à beaucoup d'égards, j'essaierai de le mettre en évidence dans ma présentation, les conditions aujourd'hui d'effectuation du travail des artistes recoupent en fait beaucoup de traits caractéristiques des travailleurs des secteurs créatifs. Et par secteur créatif, c'est de plus en plus large, ça recoupe de plus en plus de catégories d'emploi. Hier, dans la séance plénière, Dominique Méda parlait des travailleurs créatifs. Pas seulement les chercheurs, pas seulement les artistes sont aujourd'hui des travailleurs créatifs. Elle prenait le cas des plateformes. Et effectivement, dans le travail d'artiste, ce qu'on voit dans ces conditions d'effectuation, c'est un fort engagement subjectif dans le travail. Et toutes les études du travail aujourd'hui nous montrent que, effectivement, c'est quelque chose qui ressort, même dans les secteurs manufacturiers, etc. Fort engagement subjectif, une autonomie au travail qui est centrale dans ces systèmes d'organisation du travail et qui est aussi, dans une certaine mesure, revendiquée. Et puis, je pourrais dire aussi une forte composante d'expressivité au travail, donc évidemment par le travail d'artiste. Et donc, on pourrait se dire, finalement, c'est comme une forme à la fois, oui, probablement anticipée de ce que risque de devenir le travail dans certains secteurs, mais aussi on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une forme idéale de travail dans les quelques études sociologiques, pas si nombreuses, qui portent sur le travail d'artiste? C'est une interrogation qui est récurrente. Est-ce que c'est vraiment une forme idéale de travail? Évidemment, toute ma présentation va montrer qu'on peut avoir une vision très très partagée par rapport à tout ça, parce que en même temps, si ce travail-là est vraiment basé sur de l'autonomie, de l'expressivité, etc., c'est probablement les pires conditions de travail que l'on puisse imaginer. Vous voyez, avec l'expressivité, une forte identité au travail, etc., on trouve en même temps des secteurs d'emploi dans lesquels la compétition est vraiment la plus forte, les inégalités, de fortes discriminations qui sont des discriminations aussi basées sur le genre, mais aussi sur des éléments comme l'esthétique, etc., des pratiques de travail qui sont inégales. Donc, vraiment une vision à la fois très contrastée, mais je veux vraiment essayer de les intégrer. C'est à la fois vraiment quelque chose qui est quelque chose de très expressif, en ça c'est révélateur de mutations importantes dans le travail, et en même temps des enjeux importants. Je vais traiter ça de deux manières, à travers à la fois une question du statut d'artiste. On étudie, et probablement ça va revenir dans les communications, le statut d'artiste comme
quelque chose de normatif, des conventions, des règles, etc., mais qui sont cognitivement intégrées chez les artistes, et puis les stratégies d'expressivité. Alors, rapidement, il me reste 10 minutes, qui sont les danseurs? C'est intéressant et ça nous permet déjà de rentrer dans cette compréhension justement des aspects normatifs là, du statut d'artiste. Si c'est difficile de catégoriser ces artistes-là, on peut dire que c'est une population essentiellement urbaine. Au Québec, 90% des artistes en danse sont à Montréal. C'est une population qui est majoritairement jeune, 50% des artistes en danse, au moins 35 ans, majoritairement féminine, 75%, les 3/4 des danseurs sont des femmes. Une population aussi qui est nettement plus éduquée que le reste de la population active. Ils viennent tous pour l'essentiel d'écoles supérieures de danse, de niveau universitaire en fait, quasi universitaire. La moitié des artistes en danse ont un diplôme de niveau universitaire, ce qui est 2 fois plus en fait que le niveau de la population active. Si vous regardez leur salaire, on peut vraiment parler effectivement de travailleurs pauvres. Leurs revenus moyens sont de 23 000 $ plus ou moins, ce qui est vraiment ce qui est vraiment en dessous de celui de... Excusez-moi, j'ai commetté... Je vais te laisser changer, les diapositives sera plus efficace que moi. Donc, des revenus qui sont nettement inférieurs à la fois aux revenus moyens de la population active, mais aussi à ceux des professions culturelles. D'énormes inégalités dans les salaires, notamment des inégalités entre hommes et femmes, les hommes gagnant en moyenne 20% de plus que les femmes, des fortes inégalités aussi entre les artistes eux-mêmes. Un tout petit groupe d'artistes, en fait, concentre 70%, vous voyez, des revenus du secteur de la danse. Quelque chose qui ressort aussi très très fort de ces recherches, c'est que c'est un travail effectivement qui est marqué par de fortes inégalités, une forte différence, une forte pluriactivité, excusez-moi. Les travailleurs cumulent en fait plusieurs activités, essentiellement à l'intérieur du secteur de la danse. Et ce qu'on peut appeler ce travail pluriel, c'est-à-dire à la fois de faire un travail d'interprétation, aussi souvent de chorégraphie, mais aussi d'enseignement de la danse, de pratique, d'entraînement, etc., d'engagement dans des organisations et des institutions de la danse. On pourrait considérer que c'est quelque chose aussi de précaire, ça génère du travail qui est majoritairement gratuit, c'est quelque chose qui est valorisé là-dedans. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un trait singulier de ce que j'appelle le statut d'artiste, c'est d'internaliser cette pluriactivité et tout travail gratuit que ça représente comme du travail normal. Et c'est normal que certaines pratiques ne soient pas rémunérées, qu'on doive aussi s'entraîner, développer toute une série de choses de manière totalement gratuite, etc. Quelque chose qui ressort aussi très très fort des premiers résultats de cette recherche, c'est que cette pluriactivité et tout ce travail gratuit comme chercheur, on peut considérer à juste titre que c'est du travail précaire ou c'est une forme de précarité du travail. Et là, on voit en fait que oui, effectivement, si les artistes en fait présentent ça comme oui, des formes de précarité et des formes d'usure par rapport à leur travail, c'est aussi vécu vraiment comme une stratégie qui leur permet aussi d'échapper, en fait, notamment à l'emprise d'un certain nombre de choses, une emprise peut-être trop importante de certains chorégraphes sur leur travail. Où en suis-je au niveau du temps? 5 minutes. Ok, il reste 5 minutes. Je vais passer... c'est ça. Le marché du travail, c'est un marché du travail qu'on peut qualifier de réputationnel, là, selon les termes de Menger. Donc effectivement, c'est un marché du travail qui repose sur une mise en compétition constante
des artistes, non pas par rapport à des normes qui sont claires, des normes qui seraient clairement établies, mais au contraire, en fait, par une mise en concurrence continue des artistes, et donc une recherche de la part de ceux-ci d'une amélioration de leur réputation. Alors, je passe rapidement à ceci parce que ça m'apparaît vraiment central. On a au Québec la loi de 1987 sur le statut d'artiste qui protège en fait les artistes. C'est vraiment unique en Amérique du Nord, à la fois au Canada et dans le reste du continent nord-américain, et qui vise en fait à la fois à assurer des conditions de représentation des artistes, de négociation collective, et donc ça leur assure une voix. Et c'est assez intéressant de constater qu'en fait, cette loi est en réalité très très peu effective et dans les faits, elle est quasi impossible à mettre en œuvre. On est dans des jeux qui sont extrêmement difficiles dans le domaine de la danse, là, entre le chorégraphe et les interprètes, où les artistes se réalisent en fait par l'intermédiaire. C'est une situation très particulière. Ils se réalisent dans cette dépendance très très forte au chorégraphe, une dépendance qui est à la fois assumée, et on a, c'est ça, cet équilibre extrêmement difficile entre une relation d'emploi, une relation de travail qui est centrale dans leur relation, et en même temps cette stratégie d'expressivité. Et donc, cette loi-là, dans la réalité, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il me reste 4 minutes, quelque chose comme ça, ou 3 minutes peut-être. Alors, qu'est-ce qui ressort précisément de cette situation particulière? Cette quasi-impossibilité, en fait, de faire avancer des registres de normes qui visent à protéger les travailleurs. Essentiellement, ce qui ressort de mes travaux, ça me paraît être un point assez intéressant, c'est des stratégies diverses d'expressivité. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous le voyez dans mon acétate, c'est différentes choses qui visent à promouvoir des conditions de travail meilleures, à renverser les précarités, les situations de précarité de leurs conditions d'emploi, à s'engager dans des mouvements sociaux, des mouvements de protestation, etc. Et on trouve en fait dans ces stratégies de précarité vraiment des formes très très diverses d'expressivité. Ça peut être des actions très très modestes, de contestation, de contre-mouvement, etc., des formes plus assumées aussi de contestation. Quelles sont leurs caractéristiques? De toute évidence, elles sont, on pourrait dire, post-bureaucratiques, mais on pourrait dire aussi post-syndicales. Elles mettent en œuvre des nouvelles formes d'activisme syndical, elles sont inclusives, elles sont aussi en fait de nature entrepreneuriale, et je veux insister là-dessus, elles recréent la communauté dans ce milieu. 3 cas de figure rapidement. Premier cas porte en fait sur la question des Premières Nations au Québec, au Canada. C'est une problématique majeure. Plusieurs en fait, stratégies d'expressivité ont été mises en œuvre là-dedans pour justement affirmer le droit des peuples autochtones et en particulier en fait, le droit des femmes autochtones. Et donc plusieurs formes ici, on pourrait dire, de couplage entre des initiatives artistiques prises par des artistes en danse autochtone, des mouvements des Premières Nations, les mouvements féministes plus larges au Québec, au Canada, et aussi des diffuseurs. Et donc maintenant, en fait, on voit que cette question autochtone est vraiment au cœur des dispositifs institutionnels québécois et canadiens. Deuxième élément, très rapidement, sur la question du travail, là aussi des stratégies d'expressivité qui visent vraiment à mettre en évidence les artistes et la pauvreté, la question des logements de moins en moins abordables pour eux sur le territoire urbain, la liberté chorégraphique, encore une fois la question des jeunes artistes autochtones. Et dernier cas, je terminerai vraiment par là, la question des discriminations de genre dans le secteur.
des initiatives là, plurielles autour de la question des danseurs queer, avec des formes, ici vous voyez, de liens, de couplage entre des artistes bien sûr, mais aussi l'université McGill qui finance un certain nombre d'ateliers, d'initiatives, des diffuseurs qui visent, ben c'est ça, en fait, à donner une voix à ces minorités-là sur la scène québécoise. Voilà. Thank you very much.